Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il ne retenait d'elle que l'efficacité. Pas son nom, pas sa voix, pas son regard. Elle était la perle rare lorsqu'il fallait enchaîner les nuits blanches pour sauver une fusion. Le petit génie de la data quand les investisseurs posaient des questions techniques trop pointues. La ninja du machine learning dans les interviews internes que personne ne regardait. Mais sur les photos de gala, elle n'apparaissait jamais. Dans les articles de presse, on citait son équipe sans la nommer. Lors des remises de bonus, elle recevait des remerciements impersonnels, parfois même un mail automatique. Quand la start-up signa son premier gros contrat avec un acteur européen de la santé, Alexandre Renier, le CEO, l'appela dans son bureau non pour la féliciter, mais pour lui demander si elle pouvait peaufiner un peu le pitch deck pour qu'il soit plus digestible pour des non-tech. Elle avait passé la nuit précédente à corriger un bug critique que personne d'autre ne comprenait. Au sommet de tout cela, Alexandre, brillant, élégant, toujours bien entouré. Charismatique à l'excès, la voix assurée, l'ego poli par les projecteurs. À ses côtés, les visages de Novatech défilaient. Directeur financier, responsable marketing, UX designer star, tous mis en lumière, tous célébrés. Et elle, toujours en retrait, souvent dans l'ombre, mais indispensable. Et pourtant, c'était elle, Amaya Caboret, l'un des piliers silencieux de cette ascension vertigineuse. Amaya avait 32 ans. Diplômée de Centrale Supélec, trilingue français, anglais, mandarin, elle avait refusé des postes à New York, Shanghai et Berlin pour suivre l'intuition d'un projet. Novatech n'était alors qu'un rêve flou, un entrepôt poussiéreux et 3 fondateurs perdus dans leur PowerPoint. Elle y avait vu un espace à bâtir. Une chance de créer. Elle avait cru, vraiment, en leur vision commune. Et à l'époque, Alexandre n'était qu'un fondateur parmi d'autres, passionné, brouillon, maladroit parfois, mais humain. Elle se souvenait encore de leur premier café à 23h, du tableau blanc toujours trop petit, des débats enflammés sur l'éthique des données. Les premières années furent dures. Mais elle s'était donnée sans compter. Elle avait écrit les premières lignes du code fondateur, posé l'architecture complète de leur intelligence artificielle, recruté et formé les premiers ingénieurs. C'est elle qui, lors d'un week-end de Noël, avait réparé le système en pleine panne critique pendant que les autres célébraient. Elle avait refusé ses congés, annulé un mariage auquel elle tenait, travaillé jusqu'à l'épuisement pour livrer le prototype d'un module médical crucial avant la deadline d'un investisseur exigeant. Et puis, lentement, subtilement, quelque chose avait changé. Plus Novatech grandissait, plus elle disparaissait. Elle n'était plus invitée au déjeuner stratégique. Ses suggestions, autrefois écoutées avec attention, étaient désormais ignorées ou reprises par d'autres. On la consultait uniquement lorsqu'un problème technique devenait inextricable. Elle sentait les regards glisser sur elle sans la voir. Elle n'était plus une collaboratrice. Elle était devenue un actif. Un levier opérationnel. Alexandre avait cessé de l'appeler par son prénom. Il disait « Amaya », comme on dirait le logiciel, le firewall, le moteur. Parfois, même ça disparaissait. Il parlait d'elle à la 3e personne. On demandera à l'équipe IA. La fille des algorithmes peut gérer ça. Elle est douée, mais elle n'a pas toujours la vision d'ensemble. Dans une réunion client, un jour, un cadre supérieur demanda qui avait conçu le système prédictif. Alexandre répondit « Oh, c'est notre département IA. Un travail collectif. » Collectif. Comme si son acharnement, ses nuits blanches, ses choix techniques risqués mais brillants, n'étaient que la somme abstraite d'une équipe sans nom. Mais c'est ce jour-là qu'Amaya comprit vraiment. Lors d'une présentation stratégique à San Francisco, dans une salle de conférence baignée de lumière, face à des investisseurs de la Silicon Valley. Elle était debout, à côté d'Alexandre. Elle avait préparé tout le dossier. Révisé les chiffres. Simplifié les modèles. Tout coulait. Les regards étaient fascinés. Et soudain, dans un rire faussement complice, Alexandre déclara « Grâce à notre équipe, même nos petites mains font des miracles. » Le rire se propagea dans la salle, léger. Les visages se tournèrent vers elle sans vraiment la voir. Juste une femme noire, jeune, debout, bien habillée, sérieuse. Une présence qui ne dérangeait pas tant qu'elle restait silencieuse. Amaya n'a rien dit.
Elle a rangé calmement ses carnets, noté 2 retours de questions, répondu à un mail. Elle a souri, comme toujours. Elle a fini la journée avec professionnalisme. Elle a terminé ce qu'elle avait commencé. Puis un matin, sans prévenir, elle est partie. Pas de cri. Pas de mail d'adieu. Pas de post dramatique sur LinkedIn. Pas de mensaje revanchard. Elle a laissé son badge sur le bureau, nettoyé son espace de travail, fermé son ordinateur. Et elle a disparu. Au début, personne ne s'inquiéta. Son absence fut notée, certes, mais sans urgence. Elle n'était qu'un rouage, se disait-il. Remplaçable. Silencieuse, donc facilement oubliable. On supposait qu'elle avait fait un burn-out, pris quelques jours sans prévenir, les génies sont toujours un peu instables, non? Un consultant fut appelé en renfort, facturé 3 fois son salaire. Il arriva avec des présentations PowerPoint léchées et une assurance crispante. Mais il ne comprenait rien. Rien à l'architecture organique qu'Amaya avait pensée. Rien à ses scripts, à ses modèles, à sa logique fractale, vivante, presque intuitive. Il tenta de modifier quelques paramètres de l'IA, elle devint erratique. Il toucha à la base de données, des corruptions apparurent. Lentement, les fondations craquèrent. Les premiers bugs furent ignorés. Des incohérences dans les rapports. Une analyse de marché qui prédisait un effondrement imaginaire. Une reconnaissance faciale biaisée. Des erreurs fines, mais constantes, comme des fissures invisibles dans un barrage. Puis les clients rappelèrent. Furieux. Méfiants. Certains mirent fin à leur contrat. Les investisseurs exigèrent des audits. On découvrit que tout reposait sur des protocoles qu'un seul cerveau comprenait, celui d'Amaya. Et ce cerveau n'était plus là. Sa documentation, qu'on pensait lacunaire, s'avérait au contraire d'une complexité rare, mais codée dans une forme de langage hybride, mathématique, technique, presque artistique. Un entrelac de sens, de références croisées, de logique modulaire qu'elle seule maîtrisait. Ce n'était pas de la négligence. C'était du génie, non partagé. Parce qu'on ne l'avait jamais incluse, elle n'avait jamais ouvert. Dans les couloirs de Novatech, les murmures se firent lourds. On relut ses anciens messages. On chercha dans ses carnets. On recontacta d'anciens collègues. Mais Amaya était devenue un fantôme brillant. Indéchiffrable. Inaccessible. Puis, discrètement, un article parut dans les Échos. Novatech en difficulté après le départ inexpliqué de sa responsable IA. Une note en bas de page mentionnait. Selon des sources internes, l'ancien architecte système n'a jamais été remplacé à niveau égal. Alexandre Renier, leceo ausaurire facile, perdit paid. Son discours s'effrita. Il devint nerveux en réunion. Il improvisait. On vit ses mains trembler légèrement lors d'une keynote à San Francisco. Il tenta de faire oublier Amaya. De recruter plus gros. Plus cher. De faire du bruit. Mais la machine s'enrayait. Et le bruit devenait silence. Pendant ce temps, ailleurs, une autre voix s'élevait. D'abord, un murmure dans les cercles spécialisés. Tu as vu cette start-up, Eloisia. Leur IA est différente. Plus humaine. C'est qui derrière ça? Une certaine Amaya Caboret. Eloisia. Ni levées de fans massifs. Ni slogans pompeux. Pas de tour vitrée. Juste un site épuré, un manifeste radical sur l'éthique, et une technologie fluide, lisible, transparente. Une IA formée non seulement pour prédire, mais pour comprendre. Pas pour vendre, mais pour servir. Elle créa une fondation, non une entreprise. Elle refusa les investissements des géants de la tech. On lui proposa des rachats à 8 chiffres. Elle les ignora. Amaya enseignait désormais à Sciences Po, animait des conférences à Nairobi, à Tokyo, à Montréal. Ses interventions étaient sobres, incisives, inoubliables. Elle parlait de l'invisibilité des femmes dans la tech, de l'éthique des modèles, de la responsabilité algorithmique. Elle n'attaquait jamais Novatech. Elle n'en avait pas besoin. Elle devenait une légende. Pas parce qu'elle cherchait la lumière, mais parce que, justement, elle ne la cherchait pas. Et cette lumière, fascinée par sa justesse, la poursuivait.
Ses anciens collègues, un à un, visionnaient ses TEDx. Certains pleuraient en silence. D'autres la cherchaient sur LinkedIn, sans oser lui écrire. Même Alexandre, seul dans son bureau, cliqua un jour sur une interview d'elle en ligne. Il la regarda longuement. Elle parlait calmement, avec ce timbre posé, puissant, qu'il n'avait jamais vraiment écouté. Elle citait une phrase. Ce n'est pas le bruit qui crée la transformation. C'est la clarté. Il mit la vidéo sur pause. Resta là. Longtemps. Il venait de comprendre. Trop tard. Un jour d'automne, à l'aube d'une des plus grandes conférences technologiques mondiales, le Forum mondial de l'innovation, Alexandre se trouve dans les coulisses, l'air absent, attendant son tour pour une allocution. La salle est un tourbillon de visages connus, de têtes d'affiche, de start-upers prometteurs. Il est bien plus occupé qu'il ne voudrait l'admettre par l'une des figures marquantes de la journée. Un murmure de voix et de pas effleure l'air autour de lui. C'est alors qu'il la voit. Elle est là, figée dans son univers, entourée d'un groupe d'entrepreneurs émergentes, chacune écoutant avec attention ses mots, absorbée par la douceur de sa voix calme et posée. Sa silhouette se découpe dans un manteau noir élégant, minimaliste, mais d'une élégance qui ne cherche pas à briller. Amaya. Ce visage qu'il n'avait pas vu depuis un an, ce visage qu'il avait cherché à effacer de son esprit après son départ. Ses yeux, profonds et sereins, ne trahissent aucune animosité. Aucun reproche. Juste une lucidité tranquille, comme une mer calme qui cache des profondeurs infinies. Il hésite, puis s'avance, presque contre sa propre volonté. Un poids lourd dans la poitrine, une boule serrée dans la gorge. Il n'avait jamais cru que ce moment viendrait. Quand il arrive près d'elle, les jeunes entrepreneurs s'écartent sans un mot. Il se retrouve seul face à elle, face à la personne qu'il n'a jamais vraiment vue. « Amaya », murmure-t-il, sa voix frémissante. Il se force à la regarder dans les yeux, mais ceux-ci ne sont plus les siens. Ses yeux étaient autrefois l'expression de la dépendance et de l'admiration qu'il avait pour elle. Aujourd'hui ils sont le reflet d'un homme perdu, coupable, mais incapable d'embrasser pleinement la réalité de ses erreurs. Jotae. J'ai été idiot. Il n'a même pas conscience qu'il utilise un ton suppliant, qu'il est en train de se défaire sous ses yeux. On aurait dû te mettre au centre de tout. Tu étais le centre. Je vois ça maintenant. Jotae. J'ai fait tout ça, sans te voir. Sans voir ce que tu étais réellement. Il s'arrête, gêné, tentant de reformuler ses pensées en une demande digne de ce nom. Tu accepterais de parler? De revenir? De reconstruire ensemble? Le silence s'étend entre eux comme un abîme. Elle ne répond pas tout de suite. Son regard reste posé sur lui, neutre, implacable. Il aurait voulu qu'il y ait de la colère dans ses yeux. Quelque chose qu'il pourrait comprendre, quelque chose qui reflèterait le tort qu'il lui a fait. Mais non. Elle est calme. Trop calme. Puis, lentement, elle sourit. Un sourire léger, presque imperceptible, mais qui contient tout le poids d'une transformation qu'il ne pouvait pas anticiper. Revenir? Répète-t-elle d'une voix douce, presque amicale. Elle le regarde, mais il y a une distance entre eux qui semble immense, comme un abîme qu'il ne pourra jamais franchir. Tu m'as vu comme un outil, dit-elle, chaque mot tombant comme une pierre dans un silence lourd. Mais un outil qu'on jette ne revient pas. Il se transforme. Elle marque une pause, comme pour laisser ses mots se frayer un chemin à travers les brumes de son ego déchu, puis elle continue. Je suis devenue quelque chose d'autre. Quelque chose que tu ne peux pas comprendre, pas toucher, pas reprendre. J'ai brûlé ce que j'étais pour devenir ce que je suis maintenant. Elle soupire légèrement, comme si cette révélation était à la fois une libération et un fardeau. Et ce que j'ai bâti maintenant. Elle laisse sa phrase flotter dans l'air, chargée de sens, presque une promesse silencieuse. Ne se négocie pas. Alexandre reste là, stupéfait, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il ne trouve pas de mots. Il voudrait la supplier encore, mais quelque chose en elle, une force tranquille, mais irrémédiable, le bloque. Il comprend qu'il a dépassé la ligne, qu'il a laissé passer le moment où la porte aurait pu se refermer pour toujours. « Tu ne veux pas moi. » Elle dit ça sans colère. C'est une constatation, pas un jugement. Elle ne le condamne même pas. Elle le laisse juste face à l'évidence. « Tu veux ce que je suis devenue. » Elle secoue lentement la tête. « Et ça, tu n'y as plus accès. » Elle se tourne alors, sans hâte,
et commence à s'éloigner. Alexandre reste figé, son regard accroché à sa silhouette qui s'éloigne de plus en plus, emporté par ses propres aspirations, par ses propres convictions. Il la perd définitivement. Il la regarde disparaître dans la foule. La légende qu'elle est devenue. Le monde la connaît désormais. Une icône. Une révolution vivante. Mais ce que le monde ne sait pas, ce qu'il n'a jamais compris, c'est que tout a commencé par un silence. Un silence qu'il a alimenté, qu'il a ignoré, qu'il a méprisé. Ce silence est devenu une absence. Puis, cette absence est devenue une révolution. Une révolution qu'il ne pourra jamais rattraper.